Et on t'adore et Believe, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, on t'adore. Aujourd'hui, les fans de pop culture sont de plus en plus nombreux à se rassembler et à faire entendre leur voix vis-à-vis de leurs œuvres ou leurs artistes préférés. Je me suis donc demandé pourquoi, mais surtout dans quelle mesure cet avènement pouvait avoir un impact sur le produit culturel en question. En gros, est-ce que les fans ont pris le pouvoir? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je parle de fans, je vais m'intéresser exclusivement à ceux liés à la pop culture. Donc il peut s'agir d'artistes, de séries, de films, voire de livres, mais on va laisser de côté les influenceurs ou même les équipes sportives qui ont eux aussi leur communauté. Donc depuis 10 ans, les communautés de fans ou fandoms sont devenus un phénomène extrêmement important dans la pop culture. Et pour preuve, je leur avais déjà consacré une vidéo sur ma chaîne l'année dernière. Les derniers exemples en date sont légion, mais une des plus grandes d'entre elles, malgré l'arrêt de la saga principale il y a 10 ans, est sûrement celle d'Harry Potter. D'ailleurs, au moment où j'enregistre, la réunion du casting des films vient d'être diffusée, mais on y reviendra. On peut aussi penser à celle de Spider-Man à l'occasion de No Way Home, voire même pour élargir du MCU. D'ailleurs, certains considèrent que c'est Marvel qui a permis à la fan culture de se développer à ce point ces dernières années, en créant un événement régulier pour ses fans. En effet, la fan culture a toujours existé depuis l'apparition de la pop culture. Alors, si vous vous posez la question, je vais pas essayer de m'aventurer à tenter de définir un point de départ de la fan culture, parce que ça serait tout simplement impossible, mais simplement dites-vous qu'en 1893, lorsqu'Arthur Conan Doyle tue le personnage de Sherlock Holmes et qu'il arrête du coup d'écrire des livres à ce sujet, le magazine qui publiait les histoires perd plus de 20 000 abonnements et reçoit des milliers de lettres de lecteurs mécontents, poussant finalement l'auteur à reprendre la série et reprendre le personnage, contre son gré. Donc déjà à l'époque, il existait des communautés de fans et elles avaient du pouvoir, comme on va le voir. Mais pendant longtemps, elles ont surtout été vues soit comme les communautés de fans des artistes, j'en avais déjà parlé avec le phénomène de ce qui a été appelé les groupies, on peut penser aux Beatles, mais même avec des groupes de rock, ou alors la nerd culture, la culture geek. Et si ces cultures étaient bel et bien présentes, de ce que j'ai pu lire sur le sujet, elles étaient quand même relativement mal vues par le reste de la population. Elles étaient marginalisées, confidentielles ou qualifiées d'hystérisme. Je me souviens qu'enfant, au vidéoclub, je louais assez souvent le film Cyprien avec Elise Moon, qui justement se moquait un peu de cette culture geek et notamment des fans de Star Wars. Alors, j'irai pas jusqu'à vous conseiller le film, mais en vrai c'est intéressant de voir quelle était l'opinion quasiment majoritaire sur ces communautés à cette époque. Bref, leurs seules expressions se limitaient aux concerts pour les artistes et aux sorties de films pour la geek culture. Il y a évidemment Star Wars ou même la saga Matrix qui vient d'ailleurs de revenir. Il faut également souligner l'importance des conventions qui permettaient de réunir ces personnes. Il y a notamment le Comic-Con de San Diego qui ne parlait pas à une fandom en particulier mais bien à la geek culture de manière globale. Ces conventions étaient les lieux de prédilection pour annoncer les projets à venir ou venir présenter de nouveaux jeux, des films. Or, la pandémie n'aidant pas, elles ont petit à petit reculé pour laisser la place à des conventions virtuelles qui se passent en ligne et sur les réseaux. En effet, l'arrivée d'Internet a permis de connecter toutes ces personnes fans d'un élément culturel ensemble et leur permettre de débattre, argumenter, voire même créer du contenu. Je pense alors évidemment aux fanfictions, avec la grande période de Wattpad qui touchait particulièrement les groupes de musique s'adressant aux jeunes, par exemple One Direction, pour en prendre qu'un, mais on note aussi le développement des fanfilms, notamment Harry Potter, ou même de la plupart des grandes sagas de la pop culture. Les réseaux sociaux ont alors servi de catalyseur. Ils ont renforcé ce qui était à l'origine des fandoms d'après les psychologues, savoir le besoin de sentiment d'appartenance et d'échange autour d'un sujet commun avec d'autres, et donc de faire partie d'un groupe. Et surtout, ils ont permis de porter la voix de ces communautés qui pouvaient mettre en valeur aux yeux de tous via les RT ou les tendances leurs séries préférées ou encore leurs artistes. On pense notamment au Free Britney qui avait comme objectif d'aider Britney Spears à sortir de la tutelle de son père. Il y a eu un développement et un élargissement des communautés de fans. À tel point que je suis quasiment sûr que qui que vous soyez, vous faites plus ou moins partie d'une fandom. D'ailleurs, dites-moi de laquelle ou desquelles vous faites partie en commentaire, ça m'intéresse de voir les communautés de fans les plus puissantes au sein de ma propre communauté. Personnellement, si je devais en donner, je dirais peut-être celle de Spider-Man, surtout en ce moment avec la sortie des films, ou encore celle de Mr. Robot. Mais il y a également eu un renforcement en leur sein, dont j'avais déjà parlé, avec une volonté d'être le plus grand fan. Il fallait assister au concert, avoir le merchandising associé, en parler régulièrement sur les réseaux sociaux. Et finalement, cette popularisation des fans va leur permettre d'obtenir du pouvoir. Puisqu'elle constitue aujourd'hui un levier majeur de communication autour d'une œuvre culturelle, les producteurs et directeurs de création ont été obligés de se pencher sur ce phénomène pour le prendre en compte. Dans la culture populaire, il est effectivement moins question d'un auteur et de sa vision,
vision que d'une production d'une offre culturelle répondant à une demande. On peut le déplorer, mais c'est quand même, à des exceptions près, souvent le cas. Les scénaristes de série vont donc regarder qui est le personnage préféré des spectateurs et peut-être lui éviter la mort, comme ça avait été le cas de Han Solo dans la trilogie originale de Star Wars. Par exemple, dans les comics Batman, il existe différents Robins, et l'un d'eux, Jason Todd, était assez peu apprécié par le public, qui a du coup voté pour sa mort. Et du coup, il est mort, tué par le Joker. Ce pouvoir est pas tout nouveau non plus, mais c'est amplifié. Des séries voient le jour, comme celle centrée sur le personnage d'Agatha Harkness, issue de WandaVision, ou même de Boba Fett, issu de Star Wars, pour les fans. D'autres sont même renouvelés après mobilisation de cette même communauté, comme Lucifer, qui a été sauvé par Netflix, ou Sense8, qui a eu le droit de réaliser des épisodes afin de conclure la série. Mais ça concerne aussi d'autres domaines. Je pense à Dinos, qui avait sorti les inachevés de son album Taciturne, donc des morceaux à l'état de maquette pour ses fans, ce qui avait d'ailleurs pas été super bien reçu et super bien compris. Enfin, l'énorme mobilisation des fans a permis au début de l'année dernière à la Snyder Cut, à savoir la version longue de 4 heures de Justice League réalisée par Zack Snyder, de voir le jour sur HBO Max. Et donc, on peut se dire qu'il s'agit plutôt d'une bonne chose. On a simplement affaire à un feedback précis et pris en compte du public ciblé. Mais est-ce que ce pouvoir n'est pas trop grand et surtout complètement incontrôlé ? La communauté de fans, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est volatile. Elle peut rejeter en bloc ce qu'elle avait adulé la veille. C'est le cas de J.K. Rowling. Elle a d'abord été vue comme l'auteure talentueuse qui a créé de ses mains la franchise Harry Potter et garante de sa survie. Finalement, aujourd'hui, les Potterheads lui renient presque la maternité de la saga, et elle est plus ou moins exclue de la réunion du casting. Faut-il donc se fier à la masse lorsqu'elle exprime un avis sur un personnage, un album ou un film ? Les films Amazing Spider-Man ont été très longtemps vus comme la 5e roue du carrosse, et pourtant aujourd'hui, les fans militent pour la réalisation d'un 3e opus. Mais comment être sûr qu'il ne s'agit pas simplement d'une frange limitée, mais très bruyante qui attendait, tapis dans l'ombre, le moment opportun pour faire porter ses revendications ? Et si je dis ça, c'est parce que j'en fais partie. Une masse volatile, bruyante, qui contrôlerait créativement la pop culture serait pour moi une dystopie assez triste. On peut se demander si plus tard les scénarios ne seront pas validés au préalable par différents sondages, comme ce fut le cas avec Robin que j'évoquais précédemment. On irait encore plus loin dans l'aseptisation de la culture populaire, avec comme seul et unique objectif, cette fois-ci, de plaire à sa communauté. Éviter de les bousculer dans leurs habitudes et leurs attentes. Leur donner ce qu'ils veulent, ni plus, ni moins. C'est d'ailleurs un piège dans lequel semblent tomber bon nombre de franchises actuellement, et qui les mène, selon moi, le plus souvent à leur perte. Et pour ceux qui n'auraient pas capté, je fais notamment référence au retour de Palpatine dans Star Wars 9. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut un temps, enfin jusqu'à l'année dernière, où je faisais des études de sciences politiques et j'y ai notamment étudié un texte qui, je pense, est tout à fait à propos. Certains me voient venir, d'autres non, mais je parle bien du livre de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Car si on peut prêter les bienfaits démocratiques à ce mouvement des fandoms, Tocqueville nous met en garde contre la tyrannie de la majorité. Enfin, il nous met en garde d'un point de vue politique, il parle pas trop de pop culture. Et on va quand même essayer de l'appliquer à la culture pop. Et d'ailleurs, je cite, « En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Le plus léger reproche la blesse. Et il faut qu'on loue depuis les formes de son langage jusqu'à ses plus solides vertus. La majorité vit dans une perpétuelle adoration d'elle-même. » Et il ajoute que « Si vous admettez qu'un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n'admettez-vous pas la même chose pour une majorité ? Les hommes se réunissant ont-ils changé de caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus forts ? Pour moi, je ne saurais le croire. Et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l'accorderai jamais à plusieurs. » La majorité se complaît donc de sa propre opinion et va créer une spirale du silence immobilisant de fait les minorités et les voix discordantes. C'est pour cette raison qu'il est devenu quasiment impossible de critiquer un film comme Spider-Man No Way Home ou même le dernier album d'Angèle qui a plu à la majorité, mais a aussi déçu une minorité solide. La majorité va décider de ce qui est bon ou pas, ce qui est mauvais et ce qui est bien. De quel tournant musical son artiste préféré doit prendre, quel personnage doit prendre de l'importance, lequel doit disparaître. Elle exige que la culture qu'elle consomme se plie à ses envies, et puisqu'elle en est le principal outil de communication et le principal pourvoyeur de fonds par le biais de sa consommation, les créatifs se plient. Parfois, et peut-être qu'en apparence. J'ai dressé un tableau assez négatif de la situation, mais surtout en postulant un rapport de force de dominant-dominé en faveur des fans contre les studios ou les maisons de disques par exemple.
mais c'est une vision quasiment simpliste, voire utopique. Le postulat serait donc d'une irresponsabilité de la part des décisionnaires dans leurs décisions. On peut au contraire penser que ce sont eux qui façonnent l'opinion des communautés pour ensuite faire croire qu'ils se plient à leur volonté. Je me souviens du leak d'un essai pour un film Deadpool qui avait malencontreusement fini sur internet et mené à une pétition pour que le long métrage soit finalement réalisé, après être resté dans les placards pendant très longtemps. Certains studios peuvent s'allier avec les influenceurs de ces communautés, qui ont des leaders, qu'on le veuille ou non, et qui pourront dicter la marche à suivre. Influencer la masse qui influencera ensuite le processus créatif. Cela permet de mieux faire passer chaque événement comme répondant à une volonté des fans. L'équipe autour de Friends, par exemple, n'a cessé de monter une hype autour d'une possible réunion, avant de finalement la concrétiser, pour répondre à la demande des aficionados de la série. Et si le pouvoir de nuisance ou même d'influence des fans est alors bien réel et se matérialise tous les jours, il convient de le remettre en perspective. Premièrement, par son extension limitée à un champ d'action restreint, par les connaissances sur l'œuvre, mais aussi par la puissance du groupe. Mais deuxièmement, et principalement pour moi, même si c'est peut-être oublié, par l'influence que subit ce même groupe de leaders d'opinion, voire même parfois du contenu culturel qu'il supporte. On a donc une interconnexion et une intermédiation importante entre deux entités, l'une devant charmer l'autre et prétendant répondre à ses désirs. Désir qu'elle a parfois créé de toutes pièces juste auparavant. Et finalement, je vois les fans un peu comme cet enfant à qui on donne une manette non branchée pour lui faire croire qu'il joue au jeu qui est à l'écran et qu'il arrête de nous saouler. Alors prenons garde à ce que l'illusion du pouvoir ne nous fasse pas prendre trop nos rêves pour des réalités.